Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. C'est le serment de l'avocat. Et pourtant, que cela lui plaise ou non, l'avocat est un prestataire de service à part entière. Le justiciable dont il assure la défense ou le conseil étant désigné comme son client. Sa position de défenseur des droits, bien plus que l'officiel défenseur des droits désigné par le président de la République, et d'une certaine façon, de défenseur des libertés individuelles, ne l'exonère pas de ses obligations contractuelles envers son client, également de ses obligations précontractuelles, notamment l'établissement d'une convention d'honoraires. Lorsqu'un litige entre l'avocat et son client se termine devant les tribunaux, la condamnation du prestataire est souvent fondée sur le droit des contrats ou celui de la consommation. Car le client d'un avocat est bien un consommateur, au même titre que le client d'un garagiste ou d'un banquier. Or, le droit de la consommation a pour objet de rééquilibrer la relation entre le professionnel et le néophyte, d'empêcher que le premier n'abuse d'un rapport de force qui lui est par essence favorable. Le propos peut être mal compris de certains avocats. Dommage, car il n'est évidemment pas de jeter l'opprobre sur une profession ô combien utile et même essentielle à la pérennité de notre société de droit. Mais il est vrai que dans mon activité de formation, j'entends parfois des stagiaires, en particulier des professionnels de l'accompagnement des personnes dans le secteur sanitaire ou médico-social ou associatif, me relater des expériences pas toujours à la gloire de l'avocat. Bien sûr, je n'ai qu'un son de cloche, et quand on creuse un peu, quand on parle aux avocats, dont certains sont aussi mes partenaires de la formation professionnelle, on voit que le problème part souvent d'un quiproquo, d'un malentendu, d'un manque de communication de l'avocat. 1000 balles pour 5 minutes de plaidoirie, et en plus on a perdu. D'abord, il n'y a pas que la plaidoirie, et parfois il n'y en a pas du tout. Et ensuite, on ne paye pas l'avocat au kilo, pas ce type d'avocat du moins. Quand le justiciable se plaint de la lenteur de la procédure, ce n'est en général pas la faute de l'avocat, mais de la justice ou du pouvoir politique qui ne lui consacre pas les moyens qui lui sont nécessaires. Mais je constate encore une sorte de méfiance du public à l'égard des avocats. J'entends des remarques sur l'opacité des honoraires qui théoriquement ne devraient pas exister puisque la convention d'honoraires est obligatoire. Parfois la désinvolture de certains avocats qui ne feraient pas preuve d'empathie envers leurs clients. L'avocat est un confident. Il entre dans l'intimité des personnes. Il y a des choses, des secrets que seul l'avocat entendra. Il y a plein d'hypothèses où on peut se défendre sans avocat. J'y consacre d'ailleurs des vidéos. Mais souvent, ce n'est pas pour des raisons techniques, juridiques, que le justiciable prendra un avocat, alors qu'il pourrait théoriquement se défendre seul. C'est parce qu'il ne se sent pas capable d'affronter seul ce qui s'apparente à un combat. Il a besoin d'être pris par la main. Cela me rappelle une histoire que m'avait justement racontée un avocat. Une dame le consulte pour divorcer. Elle est désemparée, presque paniquée par la volonté de son mari d'obtenir ce que l'on appelle couramment la garde des enfants, en droit la fixation de la résidence habituelle à son domicile. Cette dame était juge, et plus précisément juge aux affaires familiales. Se défendre soi-même est un exercice très particulier, car il est très difficile d'avoir le recul nécessaire sur les choses. Le relationnel, d'où découle la confiance, est évidemment un critère de choix de l'avocat, même si vous ne pourrez l'évaluer qu'après un premier rendez-vous, éventuellement distanciel. Il y a aussi des clients qui pensent mieux savoir ce qu'il faut faire que l'avocat, grâce à Internet et surtout à ChatGPT. Savent-ils que l'intelligence artificielle n'est pas du tout fiable, a fortiori si on ne sait pas comment lui poser la question? C'est encore pire pour les médecins. Le patient vient avec le diagnostic et l'ordonnance que le médecin n'a qu'à signer. À cela s'ajoute le fait qu'aujourd'hui, tout le monde note tout le monde sur Internet. D'un côté, ça fait tomber de leur piédestal ces professions très prestigieuses. L'aura du sachant s'est effritée. Plus que jamais, il est un prestataire de service. Comment choisir un avocat? Quels sont les critères? La réputation, la notoriété, le coût, la spécialisation, l'expérience, etc. Plongeons dans le monde des hommes et femmes en noir à bavette blanche. Les avocats ont longtemps été interdits de publicité, ou du moins elle se limitait à une communication très encadrée et informative. Le droit européen a fait voler cet interdit en éclats en 2011
avec un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne basé sur une directive de 2006. Il fallut attendre la loi Hamon du 17 mars 2014 pour que le droit français soit mis en conformité avec le droit européen qui lui est supérieur. Par la suite, les instances professionnelles, plus précisément le Conseil national des barreaux, le CNB pour les intimes, ont précisé les choses. Mais aujourd'hui, un avocat peut quasiment se vendre comme un paquet de lessive. Certes, il ne peut en principe pas distribuer lui-même des tracts au nom d'une obligation de dignité, mais pour le reste, il suffit d'aller sur Internet et de voir les publicités du genre « divorce par consentement mutuel à partir de 200 €, devis gratuit » pour voir qu'il est vraiment devenu un commerçant, nous disions prestataire de services, presque comme un autre. La publicité à destination du grand public, c'est cher, surtout à la télé. Ce sont plutôt les instances représentatives de la profession qui se payent de telles campagnes. On le voit plus encore chez les commissaires de justice, car sur certains segments, certains professionnels, certaines professions juridiques sont en concurrence. Finalement, à part les annonces payantes sur Google ou peut-être sur des réseaux sociaux, notamment professionnels, on voit assez peu de publicité classique pour les avocats. Leur communication prend d'autres formes, emprunte d'autres créneaux. D'abord leur propre site internet et leurs propres réseaux sociaux. Ils y publient des articles ou des vidéos qui reflètent leurs compétences. Certains publient des livres, éventuellement à compte d'auteur s'ils ne trouvent pas d'éditeur, sachant qu'ils en vendront moins que la Bible ou que Harry Potter, mais que cela leur donnera au moins un semblant de crédibilité à défaut d'une véritable notoriété. Il y a même des avocats qui répondent à la question « Comment choisir un avocat ?» sur leur propre site internet ou sur YouTube. Je ne dis pas qu'ils racontent n'importe quoi, mais ça fait quand même un peu comme si moi je faisais une vidéo « Comment choisir un organisme de formation ?» Je vous dirai la vérité, mais dans le but que vous concluiez vous-même parce que je le vaux bien. Mais peut-on se fier à la communication des avocats ? Le propos n'est pas ici de disserter sur la publicité en général, mais de se demander si les compétences annoncées correspondent forcément aux compétences réelles. Cette question en appelle une autre, à laquelle nous répondrons plus loin. Que valent les spécialisations certifiées ? Un avocat qui cherchera à développer sa clientèle dans un ou plusieurs domaines pourra faire de son site internet une vitrine de ses compétences. Il peut payer pour figurer en tête de liste des recherches Google et offrir à ses visiteurs virtuels des informations juridiques nombreuses et pertinentes, des cours de droit, des explications et des conseils pratiques, de la jurisprudence, etc. Tout cela permettra de donner au moins l'apparence d'une compétence. Mais ça ne suffit pas. Ces compétences seront également le fruit de son expérience, de sa sensibilité, de son talent, de son ingéniosité, car le droit n'est pas une science exacte. Tout cela, le plus beau site internet du monde ne peut le révéler. Tout juste, peut-on penser que si l'avocat a choisi de développer certains thèmes, il est possible et même probable qu'il les maîtrise, indépendamment d'éventuels certificats de spécialisation sur lesquels nous reviendrons. Mais il s'agit d'une simple probabilité et non d'une certitude. Nous sommes bien dans la communication et il ne faut jamais s'y fier aveuglément. On trouve sur Internet des réseaux d'experts spécialisés. Certains sont limités à une profession, alors que d'autres se proposent de vous trouver un spécialiste dans plusieurs domaines. Sont-ils fiables ? Pour répondre à cette question, il faudrait connaître les critères de sélection des 10 spécialistes, parfois appelés experts, par les organisateurs du réseau. L'avocat a le droit d'indiquer des domaines de compétences, même s'il n'a pas de certificat de spécialisation. Il ne peut pas se dire spécialiste sans certificat. Le justiciable doit savoir que si cet avocat figure sur le site internet du réseau auquel il s'est connecté, il est possible que ce soit uniquement parce qu'il a payé pour cela, même si évidemment il doit répondre à certains critères, notamment de spécialisation, si elle est requise. Il y a aussi des sous-réseaux de réseaux plus généralistes. Nous avions cité LinkedIn, qui est le plus grand réseau professionnel du monde et qui est la propriété de Microsoft. D'innombrables avocats y publient des articles, mais ils peuvent aussi adhérer à des groupes thématiques ou catégoriels ou créer le leur. La notoriété peut être un critère de choix et intervenir dans l'évaluation des honoraires. Cela nous autoriserait-il à penser qu'elle est un critère déterminant dans le choix d'un avocat ? Là encore, il convient de se montrer réservé et même circonspect.
Il suffit d'assister à un procès d'assises fortement médiatisé pour s'apercevoir de l'attirance exercée par les caméras sur certains avocats. Il n'y a pas que les procès d'assises qui offrent une tribune médiatique à nos éminents défenseurs. Certains avocats sont des habitués des plateaux de télévision quand ils ne participent pas directement à des émissions en qualité de consultants. En sont-ils pour autant crédibles ? Les médias, en particulier la télévision, sont aujourd'hui les principaux faiseurs d'opinion, sauf chez les jeunes où ils sont largement devancés par les réseaux sociaux. Mais les jeunes ne sont pas les meilleurs clients pour les avocats. On s'étonne même du nombre d'avocats devenus chroniqueurs sur les chaînes d'information. Ils commentent l'actualité, même si elle n'a aucun rapport avec le droit. Quel crédit faut-il accorder à cette notoriété un peu fabriquée, la question valant dans une moindre mesure pour l'activité sur les réseaux sociaux, l'écriture d'articles ou de livres ou toute forme de communication. Si l'avocat participe à une émission de télévision en différé, préenregistrée, ses conseils et les réponses aux questions qui lui seront posées ne peuvent traduire ses véritables compétences. Dans la mesure où tout est préparé, un acteur jouant le rôle de l'avocat pourrait répondre tout aussi justement que l'avocat lui-même. Par contre, si la notoriété est le résultat d'un travail d'auteur, par exemple si l'avocat a publié plusieurs ouvrages sur un même sujet, on pourra penser qu'il est compétent dans le domaine concerné, indépendamment, on l'a déjà dit, d'un éventuel certificat de spécialisation. Mais un bon auteur juridique, qu'il œuvre dans l'édition technique ou dans la vulgarisation, n'est pas nécessairement un bon avocat. C'est important. Avocat, ce n'est pas seulement juriste, c'est aussi de la communication, et là je ne parle pas de la pub ou de la télé. Un excellent avocat m'avait dit un jour qu'en audience, il faut convaincre et séduire le juge. On s'entend sur ce terme séduire, et on pourrait ajouter que c'est aussi vrai à l'écrit. Les magistrats, eux aussi, peuvent être sensibles à la notoriété d'un avocat très médiatisé. Un ténor du barreau pourrait impressionner un juge, au point que cela s'en ressente dans sa décision, quelle que soit la qualité de sa prestation et les éléments du dossier. On ose naïvement espérer que ce ne soit jamais le cas. Le juge n'ira pas certes jusqu'à demander un autographe à l'avocat célèbre, mais il pourrait être influencé par la notoriété du personnage. Mais l'inverse est tout aussi possible. Le show judiciaire, les paillettes et l'argent, ça ne plaît pas à tout le monde. Le fait d'être défendu par le bâtonnier de l'ordre des avocats ou par un ancien bâtonnier peut également avoir une influence sur le déroulement ou l'issue de la procédure, surtout si cette issue est très incertaine et qu'il s'en faut peu pour faire pencher la balance de la justice d'un côté ou de l'autre. Même si les bâtonniers sont généralement de bons avocats, ce titre n'a pas vocation à récompenser d'exceptionnelles performances de plaideur ou de juriste, mais il confère à son détenteur un prestige auquel les juges peuvent être sensibles, ou pas. Mais surtout, cela ne doit pas faire perdre de vue que ce qui fera vraiment pencher du bon côté la balance de la justice, c'est la qualité du dossier. S'il est bon, l'avocat devra le bonifier. S'il est moins bon, c'est pareil, mais plus compliqué. On considère souvent qu'il est préférable de choisir un avocat sur recommandation, et ce pour deux raisons. D'abord, l'avocat se sentira, d'une certaine manière, obligé envers la personne qui lui a envoyé un client. Ensuite, cette personne bénéficie d'une expérience qu'elle a jugée suffisamment concluante pour en faire bénéficier un proche ou une connaissance. Peut-on généraliser ce raisonnement ? Il est vrai qu'il vaut mieux éviter de faire son choix au hasard. Mais la recommandation a-t-elle pour objet de rendre service au justiciable ou à l'avocat ? Si une personne vous recommande un avocat, vous vous demanderez peut-être si elle n'est pas avant tout un proche de l'avocat. Une recommandation n'est pertinente que si elle est fondée sur une véritable expérience et qu'elle est dépourvue d'arrière-pensée. Demandez à celui qui vous recommande un avocat sur quels critères il se fonde pour évaluer sa compétence. L'a-t-il eu comme avocat, comme conseil dans une procédure analogue ? Quelles sont les qualités particulières qui justifient cette recommandation ? Même si la recommandation est sincère et totalement désintéressée, elle n'en sera pas forcément pertinente. La question serait incongrue si elle se limitait à nous interroger sur l'effet, positif ou négatif, de l'avocat du barreau de Paris sur le juge d'un modeste tribunal de Franche-Comté ou de Haute-Corse. En général, on prend l'avocat près de chez soi. C'est aussi simple que ça. Pourtant,
l'intérêt principal de la question est ailleurs et tient d'un indéniable constat. La France possède pour capitale l'une des plus prestigieuses métropoles mondiales dont le pouvoir attractif sur nos élites de toute nature n'a pas faibli avec le développement des grandes métropoles de province et la toute relative décentralisation. Paris est d'ailleurs principalement peuplé de provinciaux montés à Paris, comme on disait, pour des raisons professionnelles. Plus de 40% des quelques 77 000 avocats de France sont inscrits au barreau de Paris, alors que la population intramuros de la capitale est d'environ 2 millions d'habitants. Les avocats généralistes et ceux dont la spécialisation se limite à un large domaine du droit, comme pénal, civil, administratif, fiscal, etc., sont présents sur tout le territoire national. Mais si vous cherchez un spécialiste dans un domaine très pointu, le choix sera bien plus restreint et pourrait même vous conduire jusqu'à Paris. Dans la grande majorité des spécialités du droit, le choix qu'offre la capitale n'a pas d'équivalent en France. En droit des affaires ou en droit fiscal, les grands cabinets américains ont investi la place de Paris, ce qui a obligé leurs homologues européens et français à adopter une véritable stratégie d'entreprise pour résister à ces mastodontes aussi rompus au marketing qu'au droit. Quant à l'effet que peut produire le plaideur parisien sur le magistrat provincial, il risque fort d'être négatif, le parisianisme étant une vertu guère appréciée hors des limites de l'Île-de-France. Par contre, il peut advenir qu'un magistrat soit impressionné ou agacé par le seul fait d'avoir une star du barreau en face de lui, quelle que soit sa provenance géographique. La question des honoraires est très importante pour la plupart des clients des avocats. Interrogeons-nous sur l'éventuelle corrélation entre le prix et la qualité. Un avocat coûteux sera-t-il plus efficace, plus diligent, plus compétent, en un mot, meilleur qu'un avocat bon marché? En principe, le prix reflète la qualité et non l'inverse. Si les honoraires sont élevés, cela devrait résulter des compétences, de la réputation, de l'expérience, de l'ingéniosité, des performances de l'avocat. Souvenez-vous d'un ancien ministre de la Justice qui fut avocat et qu'on surnommait Acquitator. Eh bien, ça se paye d'être défendu par Acquitator. En pratique, cette corrélation de bon sens entre la performance et le prix doit être nuancée, comme cela est le cas pour toute prestation de service et même en matière de marchandises. Un aspirateur ou un téléviseur ne sera pas forcément meilleur parce qu'il est plus cher. Un avocat dont le cabinet est situé dans les beaux quartiers devra supporter des loyers ou échéances de crédit immobilier plus lourdes que s'il est situé dans un quartier populaire. Ces charges seront indirectement répercutées sur ses clients. En pratique, la plupart des avocats et la quasi-totalité des meilleurs d'entre eux ont leur cabinet dans les beaux quartiers. Vos honoraires servent aussi à cela. Il se peut que l'avocat pratique des honoraires élevés en fonction de ses seuls besoins, par exemple s'il a peu de clients, ou parce qu'il voudra impressionner son client par son mobilier clinquant ou son attitude supérieure, alors qu'en réalité, sa situation financière ne lui permet pas de faire la fine bouche et l'obligerait à accepter le même dossier pour un montant largement moindre. Ne soyez pas choqués ni déçus par tant de considérations bassement matérialistes. Un avocat qui travaille à son propre compte est confronté aux contraintes matérielles communes à toutes les professions libérales. Comme un commerçant ou un artisan, il doit faire face à son loyer, payer sa secrétaire, ses charges sociales. L'époque où un avocat pouvait se contenter de fixer sa plaque sur son immeuble pour que les clients affluent est révolue depuis longtemps. L'image du notable de province ou du richissime pénaliste parisien ne correspond pas au quotidien de la grande majorité des avocats. Nous n'allons pas ici nous lamenter sur leur sort, mais dépoussiérer, si tant est que ce soit encore nécessaire, le cliché des avocats tous aisés, souvent fortunés, qui gagnent facilement leur vie. Dans l'absolu, ce n'est donc pas parce que l'avocat est cher qu'il est bon. Par contre, il est possible qu'il se sente davantage redevable envers un client qui le paye confortablement, comme le démontre l'exemple inverse. Un avocat sous-payé risque d'être un avocat sous-motivé. C'est pourquoi il faut se méfier des avocats discount. Un divorce à 200 €, c'est pas plus raisonnable que des plaquettes de frein à 30 €, sauf peut-être s'il n'y a ni enfant, ni bien, ni dette, ni problème. Devant certaines juridictions, et notamment le tribunal judiciaire,
Lorsque la valeur en litige dépasse 10 000 €, vous devez obligatoirement être représenté par un avocat appartenant au barreau dans le ressort duquel est situé le tribunal compétent, sauf en région parisienne. En d'autres termes, si votre affaire est jugée par le tribunal de Nice, vous devrez y être représenté par un avocat du barreau de Nice, même si vous habitez Lille ou Strasbourg. Est-ce à dire que vous ne pourrez pas choisir un avocat où bon vous semble et notamment près de chez vous? Vous le pourrez, car la fonction de représentation, appelée postulation, est en quelque sorte administrative. L'avocat postulant, que vous ne rencontrez en principe jamais, transmet au tribunal les actes et pièces que l'avocat plaidant, celui que vous aurez choisi, lui adresse. Il vous représente également aux audiences de procédure qui sont purement techniques et ne portent pas sur le fond du dossier. Son intervention augmente le coût de la procédure de quelques centaines d'euros en général, mais cette dépense est englobée dans les dépens d'instance, parfois appelés frais de justice, et sont par conséquent supportés par la partie désignée par le tribunal, généralement le perdant. Si l'avocat plaidant, celui que vous aurez choisi, en général près de chez vous, doit se déplacer à plusieurs reprises, s'il y a plusieurs audiences ou expertises, il vous facturera ces déplacements, tant en frais qu'en temps passé, ce qui se répercute également sur le coût total. Votre seule alternative consiste à prendre uniquement un avocat local, situé près du tribunal compétent, mais ce n'est pas toujours pratique. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, la consultation peut très bien se faire à distance en visio, avec des outils comme Teams, Zoom ou via des réseaux spécialisés. On consulte bien son médecin en distanciel avec Doctolib, alors pourquoi pas l'avocat? Mais il est vrai aussi qu'on peut souhaiter le consulter en vrai. Auriez-vous intérêt à choisir un avocat spécialiste ou un généraliste pourra-t-il traiter votre problème? Il faut savoir que la notion de spécialiste n'est pas comparable à ce qu'elle est chez les médecins. Le Conseil national des barreaux explique que les certificats de spécialisation sont accordés sous réserve d'une expérience professionnelle d'au moins 4 ans et de satisfaire à un entretien de validation des compétences comprenant une mise en situation professionnelle. Il est également possible de demander lors de la candidature l'obtention d'une qualification spécifique. Il est également expliqué que tout avocat dont la pratique professionnelle est supérieure ou égale à 4 années au moment de la demande peut obtenir un certificat de spécialisation sous réserve que cette pratique professionnelle n'ait pas fait l'objet d'une suspension de plus de 4 mois ou 8 mois sur dérogation accordée par la commission formation du CNB. Évidemment, cette notion de suspension de la pratique professionnelle peut faire débat, même si l'avocat spécialiste doit démontrer qu'il maintient ses compétences grâce à la formation continue. Enfin, le CNB nous dit qu'il peut être tenu compte des pratiques professionnelles, même hors du métier d'avocat. Par exemple, un DRH d'une grande entreprise décidant de devenir avocat peut demander à être considéré comme spécialiste du droit social. Choisir un spécialiste est d'autant plus judicieux que votre problème est pointu. Mais qu'est au juste un problème pointu? Il peut s'agir d'une question qui n'est pas usuelle, qui ne fait pas l'objet d'un abondant contentieux. Mais quelles sont les matières juridiques usuelles? Quels types de dossiers sont confiés à un avocat généraliste n'affichant aucune spécialisation? Le droit de la famille, et en particulier le divorce, ainsi que les conflits connexes qui concernent principalement les enfants et l'obligation alimentaire, sont des procédures très fréquentes. Mais il y en a bien d'autres, comme les conflits de voisinage, les impayés, le droit du travail, etc. Un avocat peut pratiquer une discipline juridique au quotidien sans jamais avoir sollicité un certificat de spécialisation. Si sa notoriété le lui permet, tant mieux pour lui. Certaines situations justifient le recours aux spécialistes, non pas en raison de la spécificité de la matière, mais parce que le dossier lui-même présente un haut niveau de complexité ou des enjeux particulièrement importants. Mais en définitive, le vrai spécialiste, c'est l'avocat expérimenté, qui connaît les pratiques des juges devant lesquels l'affaire est portée, qui connaît la jurisprudence locale, en somme. Le droit, ce n'est pas que la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation ou du Conseil d'État ou des cours européennes. C'est une maîtrise de l'interprétation et de l'aléa judiciaire. Expérience ne rime pas, du moins pas forcément, avec âge. Le droit évolue sans cesse et certaines matières, comme tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, évoluent sans cesse et sont en phase de mutation, voire même de création. Nous disions intelligence artificielle, IA,
De nombreux avocats sont abonnés à des fonds documentaires juridiques qu'on ne trouve pas gratuitement sur Internet. Des éditeurs spécialisés comme Dalloz ou LexisNexis proposent des IA qui sont basés sur ces fonds documentaires, contrairement à ChatGPT et équivalent. Un avocat, comme tout un chacun, peut dépenser 2 500 ou 3 000 euros par an pour y avoir accès. Mais encore faut-il savoir en tirer les enseignements spécifiques dans un dossier particulier, ce qui nous renvoie au vrai savoir-faire, à l'expérience et in fine à la différence entre l'accès à l'information, la connaissance et la compétence. Ce qui revient à dire que le bon avocat est le plus ingénieux, le plus doué, parfois le plus expérimenté, au sens le plus large du terme. Surtout au pénal. Ça peut aussi parfois être le plus roublard, surtout au pénal, ce qui n'est pas ici une insulte ou une critique, mais un compliment. C'est celui qui saura faire ce qu'il faut dans l'intérêt de son client, ce que l'on ne retrouve pas toujours dans les livres ni dans l'intelligence artificielle. On considère souvent le premier contact comme déterminant. Le coup de foudre n'existe donc pas seulement en amour. En matière de recrutement en particulier, les premiers instants sont ceux où le courant passe ou ne passe pas. Avant même les premiers échanges, un préjugé favorable ou défavorable se construit dans l'esprit des protagonistes, notamment celui des décideurs dans un cadre professionnel, au premier chef les recruteurs. En matière de choix d'avocat, le décideur, c'est vous. Et il importe donc que l'avocat que vous consultez ne vous mette pas immédiatement en situation de ne plus pouvoir faire aisément marche arrière, par exemple en rédigeant une lettre ou un acte sans que vous lui ayez clairement donné l'instruction. Ne vous faites pas forcer la main. Par contre, sauf s'il en a été convenu autrement lors de la prise de rendez-vous, l'avocat pourra vous demander des honoraires pour la consultation. La première impression est-elle toujours la bonne ? Se marier sur un coup de foudre, n'est-ce pas prendre le risque de découvrir tardivement les facettes déplaisantes de la personnalité de son conjoint, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer? La relation que vous aurez avec votre avocat sera nécessairement placée sous le sceau d'une certaine intimité. La confiance en est un élément prépondérant. Si l'impression que vous fait votre interlocuteur est négative, quand bien même serait-elle purement subjective, le courant ne passe pas, peut-être serait-il plus sage de passer votre chemin ou du moins de consulter un confrère avant d'arrêter un choix. Mais sauf incompatibilité manifeste de personnalité, il est plus sage encore de fonder votre choix sur des éléments objectifs, puis de le valider, de le pondérer ou au pire de l'infirmer par des considérations plus subjectives. Or en cette matière, l'objectivité découle directement de tous les éléments que nous avons vus dans cette vidéo. Vous ne devez pas hésiter à questionner votre avocat sur différents points. Est-il habitué à traiter des affaires telles que la vôtre? Quels résultats escompte-t-il obtenir? Quelle stratégie envisage-t-il de mettre en œuvre? Si le tribunal ne vous donne pas entièrement gain de cause, quelles en seraient les conséquences? Une simple lettre de l'avocat à votre adversaire peut-elle le convaincre de votre bon droit et éviter le procès? Une médiation est-elle envisageable? Comment fixe-t-il ses honoraires? Suivra-t-il votre dossier lui-même ou le confiera-t-il à un collaborateur? Comment et à quelle occasion vous informera-t-il du déroulement de la procédure? Vous transmettra-t-il son assignation ou ses conclusions avant de les faire parvenir au tribunal ou à la partie adverse? Combien de temps, approximativement, durera la procédure, éventuelle voie de recours comprise, appel, cassation? Est-il facile d'obtenir un rendez-vous en cours de procédure, etc. Tester les connaissances et les compétences d'un avocat n'est pas chose facile pour le profane, mais il est possible d'évaluer l'aisance qu'il possède sur le sujet que vous lui soumettez. C'est pourquoi il est recommandé que vous vous documentiez avant le premier rendez-vous, mais avec la distance et les réserves que nous avons indiquées dans cette vidéo. Par exemple, si une réponse de l'avocat vous semble contraire à ce que vous pensez avoir compris en vous informant avant de le consulter, dites-le lui sans le braquer. J'ai cru lire que... Il reste une question à laquelle je ne répondrai pas ici, parce que j'y consacre une vidéo spécifique. Le changement d'avocat en cours de procédure. En attendant, bonne chance dans votre quête de l'avocat parfait. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne avec notification pour être informé des prochaines vidéos. Merci de votre écoute et à bientôt.